aussi. D'accord. Voilà, ça commence. Bonjour Madame Aboudou, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cet échange qui nous pousse à nous questionner sur les réalités des femmes de par le monde, surtout la femme africaine. Nous savons que la femme africaine fait face à beaucoup de réalités, parfois très difficiles dans son contexte. Et cet échange porté par Résobile autour des femmes qui transforment leur communauté à travers l'entrepreneuriat et l'agriculture vise en fait à montrer en fait au monde qu'il y a des femmes qui transforment leur communauté chaque jour. Chez Résobile, nous accompagnons des femmes qui entreprennent souvent dans des contextes exigeants, notamment en contexte rural au Cameroun. Une mission dans laquelle vous vous inscrivez également au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à vous engager dans cette voie? Madame Aboudou, vous avez la parole. Merci, Madame Florence. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée de pouvoir partager mes expériences sur le terrain et aussi de pouvoir porter la voix des femmes rurales du Bénin. Et en ce qui concerne mon parcours, ce qui m'a amené vers cet engagement, je dirais très tôt, j'ai été confrontée aux réalités des femmes rurales. Je suis née au village, ma maman est villageoise, mon papa est cultivateur. Je les accompagnais au champ et j'ai vu l'effort que maman fournissait. Et je me dis, déjà très petite, je me dis, c'est qu'elle gagne et le profit n'est pas proportionnel à l'effort qu'elle fournit. Et je lui disais toujours, quand je serai grande, je vais l'aider à avoir des... Parce qu'on voyait, et les gens amenaient les tracteurs dans les zones, on voit que c'est les gens qui sont natifs qui utilisent ça. Et je lui disais, quand je serai grande, je vais l'aider à avoir des tracteurs. Elle ne va plus travailler avec la main. Et je dirais d'ailleurs que c'est ce qui m'a forcé, m'a poussé, m'a motivé à continuer mes études parce que vous savez, en notre temps au village, c'était pas facile de voir les femmes évoluer. Mais je me disais, tant que je n'évoluais pas, je n'aurais pas l'opportunité d'aider maman. L'idée est partie de là. Et j'ai continué, j'ai quitté le village. Après mon CEP, je suis venue en ville, toujours en gardant l'idée. Et quand j'ai eu le bac, je me disais, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Quelle formation je pouvais faire sans les moyens? Et ça va me permettre dans l'avenir d'assister quand même. Et c'est plus ma maman parce que maman est déjà devenue vieille, elle n'allait plus au champ, mais les femmes des frères, les femmes des cousins et mes cousines, et je me suis dit, je dois me lancer dans quelque chose qui a trait à la nature. C'est ce qui m'a poussée. Je n'avais pas les moyens de faire des écoles à aller vers la géographie. Donc, j'ai fait la géographie comme formation et options humaines et économiques. Après le diplôme, il fallait travailler, chercher de l'argent avant de retourner au village, ce que j'ai fait. Et je suis retournée. Il y avait plein de choses. Il y avait le maïs, il y avait palmier à huile. Mais je me suis dit, le manioc est mieux adapté à ma réalité que les autres produits. Donc, je me suis lancée. J'ai mon entreprise qui est spécialisée dans la transformation du manioc en gari. Mais quand j'ai commencé, je travaillais avec les femmes. La transformation du manioc, c'est une activité qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et
la majorité des gens qui travaillaient avec moi, c'était des femmes. Et le déclic est venu quand j'ai vu leurs potentialités, ce qu'elles sont capables de faire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas les structurer? Pourquoi ne pas les mettre ensemble pour faire quelque chose? C'est de là qu'est venue l'idée de coopérative. Donc, les petites femmes, les femmes qui faisaient des activités, des petites transformations de manioc, j'ai essayé de parler avec elles. Je les ai mis en groupe. On était parti avec 7 dames. On a continué. C'est pas facile, mais c'est de là qu'est venu ce déclic, cet engagement. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on continue dedans. D'accord, vraiment, c'est à féliciter déjà, parce que vous dites le déclic est venu d'une nécessité. Vous avez vu la nécessité et vous avez dit, je suis capable, je peux le faire. Encore félicitations pour ça. Nous accompagnons beaucoup de femmes sur le terrain et nous sommes conscients que la réalité est différente de ce que les gens peuvent imaginer. Concrètement, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Mon quotidien est partagé entre mes activités personnelles, mon entreprise et avec la marque Ario et les femmes. J'avoue que c'est pas facile avec les femmes. Et au début, quand on a commencé, elles n'étaient pas aussi... elles n'avaient pas l'esprit de travail ensemble. Moi, je me suis dit, si je les mets ensemble, je sais ce que je perds dans mes œuvres quand moi, je vais transformer. Mais je me suis dit, quand elles vont se mettre ensemble, au lieu de payer quelqu'un d'autre pour venir travailler, elles me mettent travail. Tout ça, là, ça fait profit pour elles. Et moi, je m'engage à distribuer ce qu'elles vont produire. C'est-à-dire, je commercialise les produits sous la marque Ario. Le premier défi auquel je fais face, c'est l'esprit de solidarité. L'esprit, les dames n'étaient pas du tout dans cette vision avec moi, c'est-à-dire restons ensemble, travaillons ensemble et investissons ensemble. Elles n'étaient pas là, mais c'est vrai que c'était très difficile au début. Quelques-unes ont compris. Et ces quelques-unes constituent pour moi la base sur laquelle je prends l'appui pour pouvoir évoluer parce qu'il y a eu des départs. Il y en a qui n'étaient pas du tout dans cet esprit de solidarité avec nous, qui sont partis. Il y en a qui nous ont rejoints au cours de l'aventure. Une autre réalité, c'est la mobilisation. Parce que vous savez, ce n'est pas des dames qui vivent de la transformation. Ce n'est pas une activité régulière. Donc, il arrive qu'elles vaquent à autre chose. À part la vie coopérative, elles vaquent à leur activité. Et quand la période vient et qu'il y a de manioc, une matière première qui périsse très vite, au plus 2 jours, quand on ne s'occupe pas de ça, c'est pas facile. Les remobiliser pour venir travailler, c'est un autre défi, mais j'avoue qu'avec quelques-unes, on arrive quand même à s'en sortir. Je dirais, c'est mes réalités quotidiennes. Hein. Parfois, il y a des manioc, tu ne les trouves pas, tu trouves quelques-unes. On fait comme ça, on évolue comme ça. L'autre difficulté qui est d'ailleurs, je dirais pas spécifique, qui n'est pas spécifique au Bénin, c'est le financement des activités. C'est vrai, on a commencé avec
et pas d'adhésion, ce qui n'a pas été facile pour mobiliser. On a dû mettre une stratégie en place. Au lieu de prendre l'argent quand tu travailles, au lieu de prendre l'argent, on cotise. Et c'est ce qui a amené d'autres à pouvoir libérer leur part d'adhésion. Il y en a qui travaillent avec nous, qui sont actifs et qui n'ont pas encore libéré. Donc, c'est des réalités qui nous bloquent parfois, mais quand il y a la volonté et quand on arrive à surmonter ces difficultés, l'impact est grand. Quand on arrive à surmonter ces difficultés, l'impact est grand. C'est ce que nous retenons de cet échange, de cette réponse. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes souvent sous-estimée parce que vous êtes une femme, parce que vous voulez entreprendre? Est-ce que dans votre parcours, il vous est arrivé d'être sous-estimée? Oui, ça m'arrive. Même jusqu'à il y a 4 jours, je discutais avec un ami par rapport à un projet et ce qu'il m'a dit, ça m'a fait rire. Il m'a dit, Madame, je connais déjà votre problème. Et j'ai dit, c'est quoi mon problème? Il m'a dit, vous n'arrivez pas à oser. Vous avez peur d'entreprendre, d'oser. Donc, c'est pour te dire que je suis toujours dedans. Je me sous-estime à des moments donnés. Je me dis, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Or, quand je me lance dedans, je vois que facilement, j'arrive à m'en sortir. Oui, il m'arrive de me sous-estimer, je l'avoue. D'accord. La dimension collective est très importante et la dynamique de groupe est incontournable. Comment cela se traduit pour vous dans votre activité? Et excuse-moi, Madame Florence, la question, il y avait la connexion qui a bugué un peu. Je n'ai pas bien perçu votre question. D'accord. Je disais que chez Résobie, la dimension collective est essentielle, notamment à travers les antennes et les dynamiques de groupe. Donc, nous aimerions savoir, dans votre contexte à vous, comment cela se traduit dans vos activités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les dames n'ont pas encore, bon, certaines n'ont pas cet esprit de solidarité, de travail, de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et je vous l'ai dit que si malgré les difficultés, il y en a, je l'avoue. Si malgré les difficultés, on arrive quand même à faire quelque chose, les résultats, je ne sais pas. Je me dis, les résultats me permettent de dire, bon, c'était nécessaire de m'efforcer à casser, je ne sais pas. Et on dit chez nous, il est difficile je ne sais pas comment expliquer ça. Le poisson que les gens ont déjà fumé, il est difficile de recourber ça. C'est ça. C'est des dames qui avaient déjà leur mentalité d'individualité. Mais quand moi, j'ai vu le travail ensemble, quand on se met ensemble pour faire le travail, les résultats sont toujours meilleurs. Je m'efforce. C'est pas facile, mais on y arrive. Avec quelques-unes, on y arrive. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Oui. La question, en fait, était de savoir les défis humains que vous rencontrez. Parfois, les femmes ont du mal à s'intégrer. Parfois, les femmes ont du mal à travailler en collectivité. Parfois, elles ont même des difficultés à se libérer de leurs tâches ménagères pour venir travailler en collectivité. Parce que, vous l'avez dit, les femmes sont très centrées dans leur foyer. C'est souvent difficile de les mobiliser. Et c'est en fait ce que nous voulons comprendre. Comment l'aspect de collectivité est managé dans votre entreprise?
Et ici, je ne parlerai pas de l'entreprise parce que pour l'entreprise, elles viennent, elles travaillent, même si tu n'as pas besoin d'elles, elles sont là parce qu'elles savent que à la fin, elles vont prendre quelque chose. Ce qui n'est pas le cas pour la coopérative. C'est seulement ceux qui sont dans le bureau qui se gênent, quoi qu'en soit leur activité, quand le manioc est là, elles font tout. Même si elles ne peuvent pas être là, elles envoient les enfants. Ou quand même, parce qu'elles savent, elles sont conscientes que si on laisse le manioc, on n'aura pas un bon produit. Donc, même si elles sont occupées ailleurs parce qu'elles ont d'autres activités, il y a la vie du foyer, il y a tout. Je les comprends à des moments donnés, mais on sent la volonté de certaines à accepter. Et de passage, je remercie une ONG canadienne qui était venue. Après le départ de cette ONG, j'ai vu des femmes capables de travailler. Ils étaient venus, ils ont fait 2 semaines avec nous, à les donner des formations sur la vie associative et l'avantage de travailler ensemble. Et après, j'avoue qu'après le départ de l'ONG, j'ai vu des femmes, c'est vrai, il y a toujours des brebis galeux. J'ai vu des femmes qui sont capables de prendre des décisions, même si tu n'es pas là. Des femmes qui sont capables de se lever, d'aller chercher la matière première, d'aller voir les producteurs pour dire on a besoin de manioc. J'ai vu des femmes qui sont capables d'aller vers des commerçantes en gros pour proposer ce qu'elles font. J'ai vu des femmes qui prennent des décisions. J'ai vu des femmes qui arrivent à dire non, je ne veux pas. En tout cas, j'ai vu des femmes qui s'affirment. Et tous ces résultats m'amènent à dire non. Et nous traversons des difficultés, mais c'était des difficultés nécessaires. C'est des difficultés qui m'ont amené, moi, personnellement, à me surpasser, à chercher, parce que je me suis dit, à un moment donné, moi, seule, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Je voyais la coopérative se noyer, disparaître. Mais je me suis dit non, j'avais une vision derrière la mise en place de cette coopérative. Donc, je suis partie chercher d'aide, d'autres personnes, d'autres idées qui m'ont aidé beaucoup. Donc, je dirais oui, les difficultés, mais ces difficultés nous ont été utiles. D'accord. Dans notre approche, nous parlons aussi de transformation durable des communautés, notamment à travers l'alimentation. Vous nous parlez là du manioc, la matière première de vos activités. Nous aimerions savoir pourquoi est-ce si important pour vous de pallier à ce problème de nutrition tout en utilisant le manioc comme étant votre denrée première. Au début, je vous ai dit, il y avait plusieurs filières vers lesquelles je pouvais partir, mais j'ai choisi le manioc. Pourquoi le manioc? J'ai fait la géographie et j'ai pris le temps de me documenter sur plusieurs produits. Avec la culture de manioc, et les producteurs participent à la protection de l'environnement. Le premier aspect. Deuxième aspect, le manioc, contrairement au palmier à huile, le manioc, quand on l'enlève du champ, on peut déjà commencer par manger ça, en préparant ou bien en grillant. Quand nous transformons, quand tu épluches, tu fais la pâte, la femme qui n'a rien à préparer à la maison peut déjà prendre la pâte là et le manioc râpé pour aller faire une pâte. Et on frit déjà sans rien, on peut déjà mettre ça dans de l'eau et délayer. Même si l'enfant n'a rien à trouver,
déjà, on peut déjà lui donner quelque chose. Ce sont tant d'aspects qui m'ont amené vers le manioc. Et en faisant le manioc, nous pouvons développer aussi le levage avec les épluchures. Nous pouvons faire le jardinage, ce qu'on a commencé avec, on essaie de faire du compost avec les épluchures. Donc, je me suis dit, le manioc nous donne beaucoup d'opportunités et une variété de produits, d'opportunités pour lutter contre la malnutrition. C'est vrai que le gari seul n'est pas efficace, n'est pas, je dirais, une alimentation équilibrée. Mais quand même, c'est une alimentation de première nécessité si on sait l'accompagner avec une sauce. Même si tu veux délayer, tu peux ajouter de l'arachide, de sucre, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité économique et aussi une manière pour nous de lutter contre la malnutrition locale. Vraiment, c'est une initiative à louer parce que le manioc, en fait, comme vous l'avez présenté, il est en fait à multiples usages. Il aide à l'élevage, il aide à la nutrition des enfants, cru comme transformé, il est utile. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que produire aujourd'hui, ça suffit? Parce que vous nous avez parlé en fait de tout le processus, en fait, tous les différentes facettes que peut prendre le manioc. Est-ce que juste le produit, ça suffit aujourd'hui? Ne faudrait-il pas le transformer pour l'industrialiser? Produit seul ne suffit pas. Et je dirais même c'est les problèmes auxquels j'ai voulu apporter des solutions parce que j'ai vu mes parents cultiver le manioc, juste on fait garer pour la maison, juste c'est sous-exploité, la filière est sous-exploitée. Je me suis dit, pourquoi ne pas transformer ça? Pourquoi ne pas amener les produits dérivés au-delà de notre communauté? Pourquoi ne pas amener les produits dérivés du manioc dans d'autres pays, dans la sous-région et pourquoi pas à l'international? Et quand on a commencé dans notre localité, les producteurs étaient découragés parce que quand ils produisaient en quantité, ils n'arrivaient pas à vendre. Parfois, ils étaient obligés de laisser ça à vil prix parce qu'ils ont besoin du champ pour cultiver autre chose. Mais quand on a commencé par notre unité de transformation est semi-artisanale, c'est-à-dire on a les machines, tout n'est pas encore machinisé, mais on a des machines pour râper, on a des machines pour presser, on a des foyers améliorés pour frire sans déranger les femmes et notre capacité de production dépasse largement ce que les bonnes dames font avant notre arrivée. Donc, ce qui a donné un peu plus d'espoir aux producteurs parce qu'ils se disent, si je produis, je peux trouver où vendre. Et il y a d'autres producteurs qui viennent nous voir même pour qu'on préfinance les productions. Donc, c'est pour vous dire que produire seul ne suffit plus si on veut mettre en valeur la filière manioc. Il faut transformer, pas transformer seulement à un seul produit parce que nous avons la possibilité de produire beaucoup, de faire sortir plusieurs produits dérivés du manioc. Aujourd'hui, nous travaillons à aller vers la farine panifiable parce que avec la cherté en temps de la farine de blé, les gouvernements africains ont voulu introduire d'autres farines. Donc, nous travaillons, d'ailleurs, nous sommes avec une boulangerie qui utilise notre farine panifiable. C'est vrai que ce n'est pas encore en quantité, mais on essaie
de pénétrer petit à petit le marché sur ce côté aussi. Vraiment, c'est à féliciter parce que nous savons bien que la farine de blé est la plus répandue, mais vous nous dites là que la farine de manioc prend déjà place dans nos boulangeries. C'est vraiment encore une chose que nous devons apprécier de le leadership dont vous faites preuve là-bas. Et en parlant de leadership féminin, nous avons constaté que le leadership féminin se construit dans des contextes vraiment complexes. En tant que leader féminin, qu'est-ce que cela vous représente pour vous aujourd'hui? Pour moi, être leader aujourd'hui, c'est mener des actions concrètes qui impactent et qui amènent les autres à vous suivre. C'est vrai, et on peut être leader négativement et les gens vont te suivre. Mais aujourd'hui, pour moi, surtout nous les femmes, nous devons être des exemples qui impactent les autres, et surtout dans les zones reculées où il y a les pesanteurs sociaux qui agissent sur les femmes. Nous qui avons eu la chance, l'opportunité de sortir et de voir ce qui se passe, nous avons le devoir d'être des leaders pour nos femmes et nos sœurs dans les zones reculées. Et cela a beaucoup d'impact parce que quand moi je prends mon exemple aujourd'hui, voir les femmes qui arrivent quand même à parler, à prendre la parole, même si ce n'est pas en français, à prendre la parole devant les autorités pour parler de leurs besoins. Je me dis, non, un travail a été fait. D'accord. Et pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon leader? Je dirais pour être un bon leader, il faut être un exemple à suivre. Il faut être travailleur. Il faut, je dirais même dans des zones données, il ne faut pas totalement aller contre ce qui se faisait dans la zone parce que je me suis dit, si quand je suis venue, je voulais coûte que coûte faire des femmes émancipées, des femmes qui ne respectent pas les maris, et ça n'allait pas prendre. Oui, je veux des femmes qui prennent des décisions, mais je les montre quand je prends l'aspect foyer, parce que c'est ça en réalité, les maris n'arrivent pas à laisser les femmes vaquer à des activités qui vont les amener peut-être en griffe à les dépasser. Donc, il faut être en discussion. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un modèle, être un modèle que le mari même va vouloir, je veux que ma femme réagisse comme telle personne. Donc, pour être un bon leader, il faut être travailleur, persévérant et à l'écoute des autres. D'accord. Ce qui vous a le plus challengé, qu'est-ce qui vous a le plus challengé durant votre parcours? Une histoire, une anecdote d'une situation à laquelle vous avez fait face et qui a bousculé votre leadership? Quand je repartais au village, c'est vrai que je suis née là-bas. Déjà à partir de 12 ans, j'ai quitté le village. Je suis restée en ville. J'y vais, mais c'est pas pour... Ça peut être 1 heure de temps, 2 heures de temps. Donc, quand je suis revenue avec mon idée, les machines, tout, pour les gens qui ne me connaissent pas, et peu me connaissent d'ailleurs, pour eux, celle-là qui était où? Elle est venue faire quoi?
je vous jure que même la première fois où j'ai ramené de manioc, je n'ai pas trouvé de femme pour travailler avec moi. Kaya, je suis arrivée quand même à transformer ce manioc-là et libérer maintenant les produits dérivés. C'est une équation pour moi aussi. C'est que les gens te regardent, ils restent à distance et ils t'observent. Quelques-unes s'approchent de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je suis venue pour aider mes mamans, mes soeurs, à faire du travail, à trouver un emploi, à gagner quelque chose, aider mes frères, mes papas à vendre leur manioc. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis partie voir un vieux que je connais, qui me connaît bien, qui connaît mon papa. Et je me suis présentée. Il ne me reconnaît plus. Je me suis présentée, je me dis, c'est telle personne. Il dit, ah bon? Donc c'est moi, je suis en train de faire telle chose. J'ai dit oui. Il a dit, ah, que lui, il pensait que c'est les Blancs qui m'ont donné l'argent, je suis venue approprier le travail des femmes. J'ai dit non, je suis fils de la localité, je suis venue, je veux faire telle chose avec et les femmes. Ne me demandez pas si je n'avais pas fait une étude à l'avance. Parce que moi, je me suis dit, mais mon village, je ne peux pas aller là-bas et les gens ne vont pas m'accepter. Et c'est lui qui m'a dit, au fait, leur problème, pour eux, moi, je suis venue, le peu de travail que font les femmes, moi, je suis venue pour arracher ça. Quand moi, je vais commencer par produire, qui va encore se rappeler de ce que les femmes font. C'est pour ça que c'est lui-même là, il les a dit, n'allez pas dans cette maison-là. Ne l'approchez pas, laissez-la. Je me suis dit non. Et ça fait partie des choses qui m'ont dit, bon, pourquoi ne pas mettre maintenant ces petites femmes dont parle le papa, pourquoi ne pas les mettre ensemble et travailler avec eux, structurer leurs activités pour que ça ait d'impact. Et j'avoue aujourd'hui, je suis pour eux et on dit bouffée d'oxygène, je dirais. Mais quand mes activités passaient à part la coopérative, quand j'ai vu la coopérative muée assise, je les ai laissées. Moi, je dois courir en ville, chercher qui va prendre de gari, qui va nous financer, qui va nous faire ci. Donc, je les ai laissées quand j'ai vu que c'est des femmes qui sont capables de prendre des décisions. Mais je vous assure que si je fais un mois sans mettre les pieds au village, c'est les vieux même qui commencent par m'appeler. Donc, c'est pour vous dire qu'au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je voyais le manioc périr dans l'entreprise sans qu'il y ait personne. Je prenais seulement mes cousins, mes petits frères à la maison, les femmes de mes frères. Mais eux, c'était pas comme si c'était une main d'œuvre de qualité pour moi. D'accord, nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ce témoignage avec vous. C'est vraiment un témoignage de qualité parce que nous voyons en fait que vous avez fait face à des défis, mais vous êtes resté forte, vous êtes resté leader. Quand vous vous projetez aujourd'hui, oui, madame? Quand la vision est là, on s'adapte parce que tu te dis, je dois l'atteindre. Je me suis imposé des objectifs à atteindre. C'est vrai que les chemins tracés au départ, on est obligé de voir, de contourner demain. La vision reste, donc on reste debout pour l'atteindre. D'accord. Aujourd'hui, lorsque vous vous projetez dans les années à venir, qu'est-ce que vous souhaitez
non seulement dans le cadre de votre activité, mais plus largement encore pour toutes les femmes rurales? Quel est le souhait que vous élevez en leur faveur? Mon souhait, c'est que les produits quittent le Bénin pour la sous-région, que ces femmes, et à part l'activité, la vie coopérative, continuent à développer d'autres activités et à devenir des femmes qui vont impacter la génération à venir. Nous tirons déjà à la fin et nous voulons vous laisser l'opportunité, Madame Aboudou, si vous avez un message à adresser aujourd'hui aux femmes qui vous regardent, que leur direz-vous? Je dirais aux femmes de ne pas sous-estimer. C'est vrai qu'en Afrique, l'éducation qu'on a reçue d'abord nous amène à nous sous-estimer. Je dirais aux femmes de ne pas sous-estimer les potentiels. Et nous avons aussi la facilité à retourner, à abandonner, à se décourager quand nous faisons face aux premiers obstacles. Je dirais aux femmes d'être persévérantes et que ça paye. C'est sur ce mot de persévérance que nous terminons notre entretien avec Madame Aboudou. Merci beaucoup, Madame Aboudou, pour cet échange riche et inspirant. Chers Réseaubil, nous sommes très heureuses de pouvoir mettre en lumière des parcours comme le vôtre. On vous retrouve très bientôt pour le live avec les autres intervenants. Sur ce, portez-vous bien et gardez toujours ce sourire et cette détermination que vous avez et cette motivation que vous êtes pour les femmes du Bénin. Merci beaucoup. Merci, Madame Florence. C'est un plaisir partagé. Merci, Madame. Donc là, maintenant, vous allez un peu attendre que la vidéo soit totalement coupée de votre côté avant de vous déconnecter. Merci. Pas de